Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre podcast BBN du 16 novembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous pour le podcast de ce soir. Bien content d'être là. On entre dans un droit très serré pour l'Impact de Montréal qui n'a plus le droit, vous le savez, à la défaite. Et s'ils veulent poursuivre donc dans ce bracket challenge là que va représenter en cette saison atypique du circuit Garber, les séries d'après-saison. Donc, ça sera intéressant. Ça sera intéressant. L'Impact de Montréal n'a pas volé, quoiqu'ils auraient pu très bien gagner quelques matchs supplémentaires. Je pense qu'on a laissé sur la table des points intéressants dans le cours de la présente campagne. Et on peut le mettre sur le dos de la fatigue. On peut le mettre sur le dos du voyagement. On peut le mettre sur le dos de cette pandémie qui ne termine plus. Mais la réalité, somme toute, elle est semblable pour l'ensemble des équipes qui forment le circuit. Elle est d'autant plus semblable pour les trois formations canadiennes, à savoir Vancouver, Toronto et Montréal. Et somme toute, on est capable de voir que Toronto s'en sort quand même relativement bien. L'Impact va donc affronter vendredi, avant d'entrer officiellement dans le portrait des séries et d'être vraiment dans un bracket. L'Impact devra gagner son match face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre vendredi qui s'en vient. Ça sera intéressant de voir. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'Impact de Montréal, est-ce que la troupe de Thierry Henry peut gagner ce match-là, peut être en mesure de causer une surprise parce que les Revs sont favoris au moment où on se parle. Et si on veut remonter un peu, si on veut analyser des choses, on va remonter au 14 octobre dernier. La question, est-ce qu'on peut gagner cette rencontre-là? On remonte ensemble au 14 octobre. Dernier match de l'Impact face aux Revs. L'Impact qui s'incline 3-2. Et je veux pas nécessairement remonter dans des vieux matchs parce que les réalités changent, les équipes changent. Donc, je suis pas fan de ces grandes analyses qui reviennent sur les saisons antérieures puis tout ça. Et je pourrais entrer dans une analyse et vous dire l'Impact a déjà gagné 3-0 face aux Revs alors que Rémi Garde était entraîneur-chef, qu'on jouait en 4-3-3. Et regardez un peu la formule qu'on avait. On avait donc Ivan Bush devant le filet, Broguillard, Cabrera, Diallo et Lavitz qui formaient le quatuor défensif. Azira, Piet et Chaume réglaient le milieu de terrain. C'est Baya, Urruti et Okonkwo qui formaient l'attaque de l'Impact de Montréal. On avait gagné ce soir-là 3-0. Et est-ce que l'Impact, sur papier, elle est meilleure aujourd'hui qu'elle l'était à cette époque-là? Moi, je pense que la réponse est oui. Et si on regarde en détail et qu'on analyse un peu la rencontre du 14 octobre, et c'est sur celle-là que je veux qu'on s'arrête parce que elle est fraîche. Les deux équipes se ressemblent encore énormément. Portrait n'a pas trop changé. On est dans la même dynamique. Donc, il y a un comparable à faire entre les deux. Et si on regarde la réalité de ce match-là, on se transporte donc au 14 octobre dernier. Taider qui quitte donc la formation. Diop qui rentre à la maison. Urgence familiale. Boyan est absent. Zachary Broguillard est absent pour cette rencontre-là. Donc, on regarde la formation, l'Impact qui évoluait en 5-3-2 avec Shamit Chaume sur le corridor gauche, Clément Baya sur la droite. L'Impact de Montréal n'avait même pas les 20 joueurs autorisés pour faire le match. Donc, on était, je pense, à 18 ce soir-là.
sur l'alignement. Donc, un banc très raccourci, très peu d'options pour Thierry Henry, qui a quand même réussi à s'adapter en cours de match. Parce que là, l'Impact part cette rencontre-là un peu mêlée. Parce que là, on évolue à 5-3-2, je vous le rappelle. L'Impact de Montréal est pas très stable à 5 défenseurs. On l'a vu tout au long de la saison. Je ne sais pas pourquoi Thierry Henry s'entête souvent à essayer une formule, soit à 3 défenseurs, soit à 5, mais visiblement, l'Impact est meilleur à 4 et beaucoup plus stable défensivement lorsqu'on est 4. Mais tout ça fait que il y a une rotation qui est obligatoire dans cette rencontre-là. On part le match, début de match très difficile, très cacophonique pour la troupe de Thierry Henry. Bings qui dort à 13e minute. Les Revs demandaient pas moins, c'est 1-0. Un peu plus tard dans cette rencontre-là, Bunbury essaie, on essaie de jouer le hors-jeu, mais c'est pas clair qui fait la faute, qui fait pas la faute sur le jeu, parce que là, on essaie de jouer le hors-jeu, mais visiblement, c'est un rendez-vous manqué. Et là, ben, on le perd. Rod Fanny sort blessé dans cette rencontre-là. Bref, il y a plein d'éléments qui font en sorte que moi, je pense que le match de vendredi se présente mieux pour l'Impact de Montréal que le dernier match. Et visiblement, là, l'Impact est parti en 5-3-2, souvenez-vous. Et en cours de match, Thierry Henry brasse ses cartes pour essayer de générer de l'attaque. L'Impact s'incline 3-2 au final. Tout, c'est Balou qui la met dedans dans le temps arrêté, si je me trompe pas, là, genre 94e minute ou quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça. Mais on va regarder un petit peu en détail le match et je vous invite à soumettre vos commentaires et vos analyses, vos observations à vous sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Periscope. On est là, on est partout. Ça va être un petit peu plus tannant ce soir si vous écoutez la version audio plutôt que la version vidéo. Il y a quelques infographies à laquelle je vais me référer, donc vous, bien sûr, vous les verrez pas dans le podcast audio, mais je vais essayer de bien vous le vulgariser. Avant de y aller avec ces données-là, je vais juste aller au commentaire. Rémi qui est là et qui nous dit New England a toujours été une plaie pour l'Impact de Montréal et c'est vrai. Souvent, on a des équipes, on dit c'est la bête noire de notre formation. Dans le cas de l'Impact de Montréal, clairement contre les Revs, ça n'a jamais été facile. Et comme je vous l'ai dit, on a réussi à remporter des matchs, mais si on regarde historiquement parlant, l'histoire n'est pas à l'avantage de l'Impact de Montréal face aux Revs. Mais on va se tourner et comme je vous dis, j'aime pas nécessairement analyser énormément de matchs, moi, au soccer, parce qu'il y a tellement de variables, il y a tellement de changements, il arrive tellement de choses que les équipes sont rarement pareilles d'une fois à l'autre. Et c'est le fun de voir sur quoi on se basait la dernière fois, le dernier match, ça c'est correct. Mais même si j'analyserais un match entre les deux de la saison dernière, alors que Rémi Garde coachait, alors que Kyoto était pas là, comprenez-vous, il y avait tellement... C'était même pas la même formation, on jouait pas le même style de jeu. Du tout. Donc, c'est pour ça que je vais m'en tenir au match du 14 octobre. Alors, quand je vous dis que le match part difficilement, premier 45 minutes de jeu, avantage de la possession aux Revs, 62-38 pour les Revs de New England. Et ça, ben, ça fait mal, ça pardonne pas. Et souvent, je vous dis, la possession, quand on l'a, mais qu'elle est statique, bon, c'est une donnée sur laquelle je m'arrête pas tant, la possession, parce qu'encore faut-il que quand tu es balle au pied, tu ailles assez de flair et assez de créativité,
pour générer quelque chose. Tir total, première mi-temps, 15 par les Revs, 3 seulement par l'Impact de Montréal. Alors, on voit très bien qu'on a été pris par surprise. Et si vous regardez l'ensemble des statistiques qui sont à l'écran, 4 grandes chances de marquer pour les Revs, 2 grosses occasions manquées. Donc, il aurait pu nous faire encore plus mal que ça. On leur a autorisé 10 frappes dans la surface, 5 à l'extérieur de la surface. Et sur ces 15 tirs cadrés, ces 15 tirs total en direction de Pantémis, puisque Diop était absent, c'est 6 qui ont été cadrés. Donc, première mi-temps, on se le cachera pas, on l'a un peu mangé d'un dent et l'Impact est revenu, donc, avec une deuxième mi-temps beaucoup plus adaptée. Mathieu qui nous dit, par rapport au premier match de la saison contre le Revs, comment vois-tu l'évolution des deux formations? Sincèrement, Mathieu, je crois définitivement que l'Impact a énormément progressé. Et si on regarde le premier match de la saison, on a mis en place tout au long de cette saison-là des petits points sur lesquels il faut consolider le travail, consolider les acquis. Et le match de vendredi, il faut l'entamer avec ce qu'on sait, avec les données qu'on a, avec les éléments qu'on a. Donc, est-ce que l'Impact peut aller battre les Revs? Clair que oui. Dans ma tête, si on fait les bons choix, si on prend les bonnes options. Aujourd'hui, la question Twitter du jour que je vous présentais était à savoir si l'Impact veut gagner cette rencontre-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on marque le premier but? Est-ce qu'on marque un but de plus que l'adversaire? Est-ce qu'on accorde un but de moins ou peu importe la façon, à 51%, vous avez observé qu'il faut marquer un but de plus. Donc, à vos yeux, il faut que l'Impact soit prédateur dans cette rencontre-là. Et on veut pas un match où on va park de bus, on va jouer le match nul, puis à la fin, on va essayer de compenser sur une erreur pour aller chercher cette rencontre-là. Donc, je pense que l'état d'esprit de la fanbase de l'Impact de Montréal veut que l'Impact joue agressif, le couteau entre les dents, dès la première minute de jeu. Dès le coup de sifflet, faut pas prendre 13, 14, 15 minutes à rentrer dans cette rencontre-là. Et ça, l'Impact s'est ajusté en cours de saison. Donc, j'ai pas évalué, Mathieu, je vais être franc, la saison complète des Revs. Mais l'Impact a bien progressé cette saison. L'Impact avait gagné, je pense, en pré-saison 2-1, si je me trompe pas, face aux Revs. Mais ça n'a jamais été facile. Je reviens aux commentaires de Rémi. New England a toujours été une plaie pour l'Impact. Clairement. Parfaitement raison là-dessus. Mais si on prend le dernier match où on avait joué en 5-3-2 et ça avait mal commencé, on s'est ajusté en deuxième demi, souvenez-vous, alors qu'on est revenu avec Balou dans le match. Vers la 70e minute de jeu, à peu près, on est passé en 4 défenseurs. Et ça a un peu sauvé le match de l'Impact. Mais regardez la deuxième mi-temps. Et quand je vous dis qu'il faut travailler sur les acquis, il faut travailler sur ce qu'on connaît comme données, on le voit très bien ici. Deuxième mi-temps, on change un peu la donne, on change l'allure du match. L'Impact de Montréal est beaucoup plus impliqué dans cette rencontre-là. On tire 11 fois sur l'adversaire. Et là-dessus, il y a 4 tirs cadrés, 6 non cadrés et 1 bloqué. On a 2 grandes chances de marquer dans cette deuxième mi-temps et une grande occasion manquée. Et cette grosse occasion manquée-là, si on la met dedans, le match se termine 3-3. Hein. Donc, on s'est pas fait déclasser par les Revs dans cette rencontre-là qui, je vous le rappelle, venait de voir Saphir Taider quitter.
venait de voir Diop rentrer à la maison, Boyan absent, Zachary Broguillard absent, un banc à 18 joueurs, Chaume à gauche alors que c'est pas sa position naturelle, Bahia à droite dans un schéma tactique à 5 défenseurs. C'était peut-être pas la meilleure idée de Thierry Henry, mais on l'a ajusté en cours de match et l'Impact a réussi quand même à se repositionner avant la fin de cette rencontre-là. Et en deuxième mi-temps, 6 tirs en dehors de la surface, 5 tirs dans la surface pour l'Impact. Et cette donnée-là, elle devient super importante puisque lorsque l'Impact de Montréal tire une dizaine de fois en dehors de la surface, normalement, il gagne ses matchs. Si on regarde les statistiques de la présente campagne, à chaque fois que l'Impact a pris plus que 10 lancés en dehors de la surface, ils ont presque à chaque occasion gagné leur match. Donc, il faut prendre des tirs lors de cette rencontre-là de vendredi soir prochain. On domine donc la deuxième demi au niveau des passes, 244 contre 171. Les longs ballons sont à l'avantage de l'adversaire. Mais, règle générale, deuxième demi qui est venu sauver un peu la donne dans cette rencontre-là. Et qu'est-ce qui s'est passé du côté des Revs? Si on veut battre les Revs, faut savoir décortiquer ce match-là, analyser et voir où on va profiter des occasions qui nous ont été présentées lors du dernier match pour dire, OK, ça, c'est le portrait global de la dernière game qu'on a échappé 3-2. En quoi on est capable de corriger cette rencontre-là. Les Revs évoluent en 4-2-3-1 et ils sont pas bien changeants sur le schéma tactique. Donc, on devrait normalement, vendredi, voir les Revs évoluer en 4-2-3-1. Il faudrait toute une surprise pour que le schéma tactique change du côté de New England pour cette rencontre-là. Donc, ce qu'on va voir, c'est un 4-2-3-1 et de Joan Jones et Mancienne sur le côté droit du gardien, donc le côté gauche que l'Impact attaque, c'est là qu'il faut passer. Le trou, comme on dit, la lacune chez les Revs se situe à l'intérieur de ces deux joueurs-là qui ont joué 90 minutes. De l'autre côté, la puissance, c'est Adam Buksa pour les Revs. Donc, on va régler le cas d'Adam Buksa et on va revenir sur ce que j'appelle le trou défensivement et je vais vous expliquer comment l'Impact doit faire pour aborder cette rencontre-là. Donc, si on regarde le match d'Adam Buksa lors de cette rencontre du 14 dernier, donc 90 minutes de jeu pour Adam Buksa, un but, une passe décisive, 3 tirs cadrés. Et il y a 2 statistiques qui, pour moi, sont très intéressantes à analyser chez l'Impact de Montréal. C'est les passes clés. Donc, il a réussi, Adam Buksa, 2 passes clés. Alors, faudra faire attention à ça. Et sur ces 2 passes clés-là, il y en a une qui devient une passe décisive. Donc, un but, une passe décisive. Et la faiblesse d'Adam Buksa, c'est les duels au sol. Sur 9 duels dans cette rencontre-là, il en a remporté seulement 3. Et sur ces duels aériens, sur 6 tentés, il en a rapporté 5. Donc, c'est quoi le message qu'on envoie à l'Impact de Montréal avec des statistiques comme ça? C'est de dire, si le ballon est au niveau de la tête, vous allez vous faire avoir. Adam Buksa va être en mesure de prendre cette balle-là. Donc, visiblement, ce qu'il faut, c'est qu'il évolue, qu'il soit obligé d'évoluer avec un ballon au pied et qu'il soit mis
rapidement à l'épreuve dans un duel. Donc, duel au sol, il en a remporté 3 sur 9. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un défenseur et une doublure très proche. Et ce qu'on va faire, c'est que si le ballon arrive par les airs, on va le forcer à prendre un contrôle et tout de suite, sur la première touche de balle, on va aller sur son pied fort. Et là, on va forcer le duel chez l'Impact de Montréal. On ne veut pas le laisser prendre une volée. On ne veut pas le laisser prendre le premier ballon. Donc, on va juste gêner son travail. On va éviter les cartes, on va éviter les fautes, on va gêner le travail de Buxa. Et ce qu'on va faire, donc, c'est le forcer à prendre un contrôle orienté pour essayer de repartir avec la balle au sol. Et c'est là qu'on va venir presser avec le joueur en couverture pour mettre une pression supplémentaire sur Buxa et il devrait normalement perdre 33% de ses duels. Donc, l'Impact de Montréal ne devrait pas être dans le trouble si on se la joue comme ça. Mais si on l'oublie dans le box, sur les corners, il faudra faire attention. Sur les ballons arrêtés, il faudra faire attention. Les centres, les transversales, il faut faire attention. Buxa est un joueur très dangereux, un joueur très intelligent et on ne veut pas qu'il ait la chance d'emporter des duels aériens. Mathieu nous dit, je remarque que l'Impact a joué à 5 défenseurs à chaque fois contre les Revs. Ce sera encore le cas vendredi. J'espère que non, parce que, Mathieu, j'ai fait la même observation que toi. L'Impact de Montréal a effectivement évolué à 5 défenseurs plus souvent qu'autrement face aux Revs. Et des fois, bon, on parle d'un 3-5-2. Des fois, c'est carrément 5 défenseurs. Mais la meilleure situation chez l'Impact de Montréal cette saison, les meilleurs matchs sont quand l'Impact est à 4 défensivement, beaucoup plus stable. On dirait que chacun comprend mieux son rôle. Peut-être la définition des tâches est meilleure, mais visiblement, on est plus à l'aise. Moi, j'espère qu'on va évoluer à 4 défenseurs et il faut prendre d'assaut la phase offensive du jeu dans cette rencontre-là. Et ce qu'on veut, c'est que l'Impact s'inscrive au pointage rapidement dans cette rencontre-là et qu'il garde les 2 mains sur le volant tout au long des 90 minutes de jeu pour pas avoir à jouer du foot de rattrapage. Tantôt, je vous parlais, je vous ramène aux 11 qu'on devrait voir, Jones et Manciel. Donc, officiellement sur la droite et dans l'axe du côté droit, ça nous donne un beau trou pour attaquer le filet de Matt Turner. Et c'est par là que l'Impact doit entrer sur cette rencontre-là. Et si on regarde Mancienne, qui est donc défenseur dans l'axe du côté droit du terrain, duel au sol, lors de cette rencontre-là, il n'a tenté 2, il n'a remporté 1. Duel aérien, il n'a remporté 4, il n'a perdu 2. Donc, le message qu'on nous envoie du côté de Mancienne, c'est qu'il est efficace à 50% du temps. Donc, il perd 50% de ses duels et ça, c'est super important parce que là, c'est ton défenseur qui est dans l'axe juste devant le gardien adverse et c'est lui qui peut te permettre donc d'entrer dans l'axe et de prendre un tir solide, une frappe intelligente comme Boyan peut rapidement déclencher, on le sait. Ça pourrait être une force à exploiter dans cette rencontre-là. Et sur le couloir latéral droit du côté de New England, ben on retrouve DeJuan Jones. Duel au sol, sur 3, il en a remporté 0. Donc, ce qu'on veut, là, c'est passer par là. C'est visiblement, là, c'est à l'endroit où on veut réussir à l'emporter, c'est sur le couloir droit. Donc, il faut un latéral qui va être allumé. Il faut un Boyan qui est là, qui s'offre en support. Il faut du trafic, là. Il
faut du trafic dans le couloir gauche et je ne sais pas si Jones panique avec la reprise du ballon, mais il a remporté 54% de ses passes. Ça veut donc dire qu'il y a 46% de ses passes qui ont été échouées lors de cette rencontre-là. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre de la pression rapidement sur le couloir gauche. Tentative de dribble, il y en a 2 par Jones, 0 de réussi. Donc, c'est là qu'il faut taper. Faut taper au couloir gauche et entrer donc dans l'axe. Alors, il faudra une formation qui va nous permettre d'aller chercher cette phase de jeu-là importante sur le couloir gauche. Et c'est pourquoi, moi, je pense que l'Impact de Montréal devrait évoluer en 4-2-3-1 où on va aller chercher Corrales, Binks, Camacho et Broguillard. Donc, défensive à 4, comme je vous dis, beaucoup plus stable. Sedic, Maciel, parce que là, au moment où on se parle, c'est encore tôt, là, mais Thierry Henry l'a affirmé, il travaille avec le fait que Wanyama sera absent pour ce duel-là de vendredi à Foxborough. Donc, on n'aura pas le choix. On va y aller avec Sedic, Maciel et moi, j'irais donc Balou, Boyan, Toy et Kyoto en avant. Balou avait connu quand même une bonne sortie contre les Revs, avait réussi à trouver le fond du filet dans le temps arrêté. Toy, c'est pas mon préféré, mais c'est quand même bien débrouillé lors du dernier match face à DC United. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là. Et Kyoto, donc, t'as pas le choix, c'est ton striker, c'est lui que tu veux en finish. Et ce que tu veux, c'est prendre d'assaut le corridor gauche. Donc, avec un Balou, Boyan, Kyoto, t'es en mesure de le faire. Tu peux permuter donc Balou avec Toy sans trop de difficulté. Et tu as une option à 4 en avant parce que tu es en 4-2-3-1. Donc, c'est mieux que d'y aller avec le fameux 5-3-2 où on va avoir là, des joueurs qui vont être un petit peu plus bas. Mais c'est sûr que quand on le transfère en 3-5-2, ben là, on vient réussir à aller chercher de l'offensive. Mais tu sais, visiblement, en réalité, on peut le faire sur le corridor droit avec Zachary Broguillard, mais Corrales, c'est vraiment pas ça présentement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avec Mustapha Kiza? Cédric, c'est ce qu'il nous dit. Donc, Kiza, moi, je pense que c'est quelque chose qui est fort possible pour aller chercher cette offensive-là supplémentaire et prendre le rôle de défenseur latéral gauche parce que, je vous le rappelle, il faut prendre d'assaut le couloir gauche. Il faut que toutes les actions de l'Impact de Montréal aillent sur la gauche jusqu'à temps que du côté des Rebs, on s'allume puis qu'on dise « Wow, il se passe quelque chose là. On est en train de perdre le couloir gauche parce que toute l'action se passe là. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déséquilibrer les Revs pour essayer d'apporter du support à gauche et c'est là que l'Impact doit être plus intelligent et aller permuter à droite parce que c'est à ce moment-là que l'ouverture va venir se créer sur la droite et c'est là que Mason Toy ou Balou, là, dépendamment, pourrait être très utile pour amener cette équipe-là à dominer l'adversaire et à ainsi vaincre les Rebs de la Nouvelle-Angleterre. Donc, est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que, pour moi, l'Impact peut aller très loin dans ces séries d'après-saison? Sincèrement, je m'y attends pas. Et sincèrement, chaque victoire sera une surprise pour l'Impact et chaque victoire sera un bonus pour les fans qui ont eu, eux autres aussi, une saison pas facile à se mettre sous la dent, mais ça joue sur 90 minutes, ça joue
sur le terrain. Faudra voir. Est-ce que on va revoir Anthony Jackson-Hamel? Moi, je pense sincèrement que il a connu un match correct face à DC United. Ça fait du bien de le voir pour un match complet. Par contre, n'a pas été, à mes yeux, à moi, suffisamment dominant. Et vous irez regarder les statistiques d'Anthony Jackson-Hamel. Ça n'a pas été une révolution lors de cette dernière rencontre-là. Il n'a pas dominé outrageusement, n'a pas changé l'allure du match. Et je suis pas certain qu'un autre élément aurait fait plus mal à l'Impact que Anthony Jackson-Hamel. Donc, à mes yeux, à moi, Anthony Jackson-Hamel est un gars qui va te donner un gros 20 minutes, un gros 30 minutes si à limite si on a de besoin. Mais je le rentrerai, Cédric, donc en cours de match pour aller offrir du support, des forces fraîches et un deuxième souffle à cette formation-là. Mais je pense que faut y aller avec Balou, Boyan, Toy et Kyoto en avant pour vraiment avoir une certaine stabilité et attaquer le plus rapidement possible le filet adverse. Et je trouve sincèrement que Anthony Jackson-Hamel fait des belles courses, des belles appels de balles et rarement hors jeu. Souvent, va appeler le ballon, va être là, va être à la bonne place et va réussir à demeurer toujours en jeu. Et ça, c'est un plus pour l'Impact de Montréal. Mais de là à dire c'est un titulaire 90 minutes, j'ai encore une réticence. Les courses vers l'avant ont amené beaucoup plus d'occasions, rappelons-nous, que je crois qui aurait pu causer au moins un penalty. Je pense qu'on s'est fait voler face à DC United, effectivement, un penalty. Souvenez-vous de l'action, ceux qui sont avec nous, où il y a un coup sur son pied, finalement, devant la surface, suite à un rebond sur le gardien, vient pour se replacer et soit centrer le ballon ou chipper. Mais visiblement, on attaque son pied fort. Il a peut-être mis trop de moutarde sur le geste qui fait en sorte que malheureusement, on n'a pas eu le penalty sur la séquence de jeu, mais je pense qu'il y avait à tout le moins il y avait matière à aller à la VAR, vraiment arrêter le jeu, appeler le jeu et dire je suis pas certain qu'il n'y avait pas une faute majeure là-dessus, mais il a créé de belles chances de marquer, ça c'est hors de tout doute. Les courses vers l'avant, comme je disais, ont amené beaucoup d'occasions. Je pense que tu soulèves un bon point, Cédric, mais en plus, il est rarement hors jeu. Jackson-Hamel, mais à mes yeux, à moi, c'est pas encore suffisant pour dire qu'il est joueur titulaire 90 minutes de jeu. Mais d'un autre côté, Balou, non plus, je suis pas certain qu'il vaut un 90 minutes de jeu. Mais dans les circonstances actuelles, faut que l'Impact de Montréal y aille all-in. Faut que l'Impact de Montréal cherche à tout prix la victoire. Et je pense qu'on peut amener cette énergie-là avec une belle gang dynamique. Un peu en haut, un bon 70. Je pense que oui, Balou est en mesure de faire peut-être, c'est ça, un bon 70, mais il ne devrait pas faire un 90. Donc, un partage des tâches entre Balou et Anthony Jackson-Hamel. Moi, je pense que pour cette rencontre-là, ça serait une suite logique. Donc, si Balou entame cette rencontre-là comme titulaire, joue 70, 75, 80 minutes, et Anthony Jackson-Hamel, il va d'un deuxième souffle. Moi, je pense que la dynamique, elle va être bonne. Donc, est-ce que les chances de l'Impact sont plausibles de remporter cette rencontre-là? Moi, je pense sincèrement que oui. Je pense que l'Impact est en mesure de causer la surprise puisque, comme je vous disais, New England est favori dans cette rencontre-là. Mais, visiblement, faudra utiliser tout ce qu'on a à portée de main chez l'Impact de Montréal pour connaître du succès. Maxime qui nous dit justement dans la même veine que le commentaire que j'apportais donc sur Facebook, Maxime qui nous dit si Thierry Henry fait ses changements au moment opportun,
Ça, tout au long de la saison, hein, on en a parlé des changements chez l'Impact de Montréal. Pour faire des changements, il faut que tu aies un banc. Je pense que l'Impact commence tranquillement pas vite à avoir une certaine profondeur. C'est sûr que vendredi, ça sera pas facile avec l'absence de Piet et de Wanyama. C'est sûr que ça sera pas facile, mais faudra trouver le moyen de gagner et d'aller chercher cette profondeur-là. Mais Max, faudra que Thierry Henry soit très alerte et décèle les failles dans un premier temps chez le Revs pour dire, OK, on apporte la bonne modification à notre schéma tactique pour aller exploiter cette lacune-là chez l'adversaire. Alors, effectivement, je pense qu'on devra utiliser le maximum de changements possibles tout en gardant quand même une structure au sein de l'alignement qui sera sur le terrain. Il faut que les 11 joueurs soient capables d'amener un collectif qui soit crédible. Donc, quand je regarde des matchs où je reviens justement, là, je vais revenir dernier alignement et on a souvent parlé de rotation, puis l'Impact, puis Thierry Henry doit faire une meilleure rotation. Et je vous disais, il faut faire attention aux rotations parce qu'il faut que l'équipe soit logique. Et quand je regarde un 5-3-2 comme ça, avec Chaume sur le latéral gauche, avec Bahia sur le latéral droite, ça fait pas de sens. On enlève la structure du collectif, puis je comprends ceux qui disent « Ah, Jeff, il faut une rotation, il faut reposer les forces. C'est une saison pas facile, c'est une longue saison. Vous avez raison. Mais quand t'as pas de profondeur, faut que tu gardes une structure qui est intelligente. Et là, regardez le 11 de départ qui est très faible à mon endroit. L'Impact avait 18 joueurs, pas 20, il en avait 18. Alors, à un moment donné, faut une certaine logique pour réussir à faire les changements comme il se doit. Mais effectivement, Thierry Henry, s'il veut gagner son match, devra faire les changements opportuns. À titre d'info, Orji Lassie, l'état de santé, je peux pas m'avancer sur le cas de Orji Okonkwo. Lassie Lapalainen, on le sait, a été opéré ou sera opéré sous peu, mais saison terminée pour Lassie. Donc, c'est sûr qu'on le voit pas d'ici la fin de la présente campagne, peu importe où l'Impact ira dans ces séries d'après-saison. Donc, peut-être Orji sera disponible, mais Lassie, à ce moment-ci, c'est sûr qu'il est non disponible. Et pour les autres, je vais vous faire un update tout au long de la semaine. Avec le manque de profondeur qu'on avait, Maxime Rivard qui intervient via Facebook, c'était pas le bon temps pour donner des minutes à Ferdinand. Sincèrement, moi je pense que les jeunes, Max, ceux qui intègrent l'équipe, faut que tu les fasses jouer. La meilleure façon de les développer, c'est de les faire jouer. Et quand on voit l'éclosion d'un Mathieu Choignard qui a mal tourné, quand on voit un Anthony Jackson-Hamel, sans dire qu'il a mal tourné, mais je pense sincèrement qu'il n'a pas été exploité à sa pleine capacité. Il faut que l'Impact donne des minutes de jeu à ses joueurs. Mais lorsque tu utilises tes joueurs, faut que autour d'eux, l'enrobage et la transition, le liant doit être solide. Si on entre Ferdinand, moi j'ai pas de problème. Ou si on entre, je vous donne un exemple de Kiza qui arrive, qu'on rentre sur le corridor gauche, latéral gauche, j'ai aucun problème à avoir Kiza sur le latéral gauche. Mais je le veux avec un milieu où tu vas avoir Wanyama, où tu vas avoir Piet, avec au sommet, tu vas avoir un Boyan, un Kyoto. Tu permets aux joueurs d'évoluer en confiance, qu'il n'y ait pas trop d'erreurs en avant, mais si on fait jouer un Ferdinand avec un Kiza, avec un Sedic, avec un Maciel, à un moment donné, on peut pas évaluer ces joueurs-là. On peut pas évaluer
en réalité, comment ils se comportent, parce que autour, il y a tellement d'erreurs qui arrivent, il y a tellement de lacunes, il y a tellement de jeunes qui sont déjà en développement. C'est ça que j'aime pas quand on appelle à la rotation chez l'Impact de Montréal. Quand on dit Thierry Henry devrait tourner son banc, je la comprends, la patente, mais par contre, faut que tu ailles la capacité de tourner ton banc et d'avoir des éléments qui vont faire en sorte que tu vas garder une formation logique sur le terrain et tu vas te garder une façon de gagner et une capacité à pouvoir espérer gagner ton match. Donc, moi, j'ai pas de problème à faire jouer Ferdinand. Par contre, ben, faut qu'il soit dans un bon enrobage avec quelque chose qui fait du sens. Je vais à ce moment-ci mettre fin donc au podcast de ce soir. Je vous remercie à tous de vos interventions sur les différents réseaux sociaux. C'était super le fun. On va être là toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va mettre la table pour ce match-là. On va analyser un peu les deux formations. On va regarder les 11 possibles. On va regarder quelques statistiques en détail comme on l'a fait ce soir. Et mercredi, je vais avoir un invité spécial, pareil que quelqu'un de TVA Sport qui sera de passage dans le podcast BBN. J'ai vraiment hâte de vous le présenter. Donc ça se passe mercredi. Soyez avec nous autres, manquez pas ça. Et vendredi, ce sera le débrief. Hein? Donc jeudi, le podcast d'avant-match et vendredi, on se rencontre tout de suite après le match pour analyser la performance de l'Impact qui ira peut-être entrer dans le bracket officiel des séries d'après-saison ou peut-être retournera à la maison et finira de préparer. Donc, la saison 2021 qui sera également très intéressante à suivre. L'Impact qui pourra encore une fois changer de visage avec, on va-tu perdre Maxi Urruti dans cette saison morte? Faudra voir tout ça. La pandémie fait en sorte que les moyens financiers seront peut-être pas ce qu'on avait entrevu lorsqu'on a lancé le plan de restructuration de l'Impact, mais cette réalité-là, elle est la même partout, elle est la même pour toutes les formations, donc il faudra composer avec. Mais avant de se rendre là, on va jouer tous les matchs et il y en a un cette semaine, c'est le plus important et chaque match sera le plus important, mais c'est des matchs en lendemain, donc il n'y a pas de match après contre Toronto, il n'y a pas de match après contre l'Union, faut gagner le match là. On se concentre, 90 minutes de jeu, un match, c'est contre les Revs. Donc, on va être là avec vous autres pour suivre ça tout au long de la semaine et mettre la table pour ce duel-là face à New England. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Jeff Morancy qui est là. Le podcast en version audio sera disponible sous peu en ligne sur vos différentes plateformes de podcast préférées.